Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le documentaire HBO Allen vs Farrow qui est sorti donc aux États-Unis la semaine dernière et qui est diffusé, en tout cas les deux premières parties sont diffusées pour l'instant sur OCS. On va en parler dans cette vidéo. Alors évidemment je vous renvoie à une autre vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'affaire. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois à l'occasion de la sortie des mémoires de Woody Allen où j'expliquais un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je vous conseille d'y aller, d'aller voir un petit peu tout ce que je raconte, tout ce que je dis, pour comprendre un petit peu mieux le contenu de cette vidéo, parce que là je vais pas revenir sur toute l'affaire, là je vais vraiment revenir sur le documentaire qui est sorti sur HBO. Et ce qui est assez édifiant finalement avec ce documentaire HBO, c'est que c'est un peu Leaving Neverland 2, vous savez le fameux Leaving Neverland, j'en avais consacré plusieurs vidéos d'ailleurs sur la chaîne, donc documentaire HBO qui donnait finalement un seul point de vue d'une affaire grave, et donc là eh bien, on a quelque part un petit peu la suite. En tout cas, le documentaire est fait un petit peu de la même manière. Alors, c'est évidemment d'autres réalisateurs qui l'ont fait, mais il est toujours produit par HBO. Et comme dans tout mauvais documentaire HBO qui se respecte, eh bien, on n'a toujours qu'un seul point de vue. C'était le cas de Leaving Neverland, et ce sera encore le cas de Allen versus Farrow. C'est-à-dire que là, on raconte donc toutes les accusations, je dis bien accusations, non pas culpabilité, attention. On raconte donc tout ça, mais sous le prisme de la famille Farrow, donc ce qu'on appelle du clan Farrow. Et donc pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéaste, et je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent, puisque vous me l'aviez dit dans les commentaires sur la précédente vidéo, que le clan Farrow était clairement un clan très toxique, et c'est exactement ça dans ce documentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir que ce point de vue-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce documentaire, soi-disant en préparation depuis 3 ans, eh bien, entre-temps, il y a eu la fameuse autobiographie de Woody Allen qui est sortie. Woody Allen, soit dit en passant, donc l'autobiographie qui est sortie cette année, qui a été interdite aux États-Unis par une grosse maison d'édition Hachette, mais qui finalement, je crois, a été quand même publiée aux États-Unis. Et en tout cas, en France, ils n'ont pas cédé, si tu veux, au tribunal médiatique Twitter et compagnie, et surtout à toute la cabale, en fait, qu'a lancé Ronan Farrow pour interdire ce livre. Ils l'ont quand même publié. Et heureusement, pourquoi? Parce que justement, on a un véritable contrepoids, on a une véritable contre-argumentation par rapport à tout ce que se dit dans Allen versus Farrow. C'est ça qui est justement très intéressant. Alors déjà sur la mise en scène du doc, bon, on sait évidemment que dans tout bon documentaire qui se respecte, ou dans tout mauvais documentaire qui se respecte, eh bien, on peut éventuellement manipuler par l'image, on peut orienter évidemment une théorie, on peut en orienter une autre, on peut manipuler complètement le spectateur à l'aide d'un super bon montage image. On va dire que ça va être un petit peu le cas dans Allen versus Farrow, c'est-à-dire que déjà la mise en scène, tu as des longs plans comme ça, des longs travelling dans la maison du Connecticut, donc maison de campagne de Mia Farrow, tu sais, avec une maison totalement vide, on dirait presque un film d'horreur, on dirait presque, tu sais, une maison fantôme, c'est carrément super glauque. Il nous avait fait la même chose dans Leaving Neverland, c'est pour ça que je reparle un petit peu de la mise en scène de ce documentaire, avec cette espèce de musique lancinante, vraiment, mais digne presque d'un espèce de film d'épouvante d'horreur. Bon, voilà, c'est leur marque de fabrique, mais en même temps, c'est vrai que ça marque, parce que quand on parle d'accusations aussi graves, à l'alterner avec des plans, si tu veux, avec des longs travelling comme ça, forcément, ça a un impact émotionnel sur le spectateur. Donc déjà, on va dire que c'est un premier bon point pour ce documentaire, à mon sens, un petit peu manipulateur. Et pour moi, la manipulation continue parce qu'il est question, au tout début du documentaire, de reprendre en gros toute la filmographie du cinéaste, donc la filmographie de Woody Allen, et d'insister sur le fait que Woody Allen, en vérité, serait attiré en permanence que par des jeunes filles de 17, 18, 19 ans. En gros, c'est ça le délire. Et pour ça, on te fait une espèce de démonstration, mais totalement stupide, une démonstration totalement à côté de la plaque, en te prenant le film Manhattan, donc œuvre d'art, disons-le clairement, le film Manhattan, où il est question effectivement d'une relation entre un homme d'un peu plus de 40 ans et une jeune fille de 17-18 ans. Et donc, on va te prendre cet exemple-là, déjà pour t'essayer de te démontrer, mais tu vois limite pas où est-ce qu'ils veulent en venir, mais pour essayer de te démontrer que Woody Allen est un prédateur sexuel. Bon, voilà, déjà, ils ont conclu ça à la fin de Manhattan quand même, avec des témoignages de différentes personnes, des soi-disant critiques de cinéma, qui arrivent à te démontrer que par ce film-là, déjà, tu pouvais voir que Woody Allen était un dangereux prédateur sexuel. Bon, déjà, je comprends pas les tenants et les aboutissants de cette analyse, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis surtout, après, on te fait carrément un truc hyper
hyper fallacieux, c'est-à-dire qu'on essaye de t'expliquer que dans tous les scénarios, en tout cas, allez, 90% des scénarios de Woody Allen, en gros, tu as toujours un homme à la recherche d'une jeune fille de 17-18 ans. Et ça, c'est factuellement, mais factuellement faux. Manque de peau, il y en a beaucoup qui connaissent la filmographie de Woody Allen, j'en fais partie, et donc je peux vous dire que là, ce qui est raconté dans le début de ce documentaire, c'est totalement faux. C'est-à-dire que si on peut effectivement voir dans certains films de Woody Allen des personnages secondaires, même des personnages un peu insignifiants, des blagues, etc., où à la limite on peut plaisanter sur, je sais pas moi, la relation d'un homme mûr avec une jeune fille de 17-18 ans, mais qui n'a pas d'incidence en fait sur la narration, mis à part Manhattan, mis à part Mari et Femme, et ils ont beau te le démontrer avec d'autres films, mais c'est totalement faux, c'est de la manipulation, avec Mari et Femme, donc, qui signait un petit peu le film de fin, le clap de fin entre Woody Allen et Mia Farrow, puisque justement, Woody Allen va parler aussi, là, d'une relation entre un prof et sa jeune étudiante de 18 ans ou 19 ans, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas qualifier l'ensemble de l'œuvre de Woody Allen comme un homme racontant des histoires d'amour entre un homme qui a 50 ans et une jeune fille de 17 ans. C'est totalement faux. La majorité des histoires d'amour de Woody Allen, ce sont des histoires d'amour qui se déroulent entre deux adultes du même âge, c'est-à-dire entre 30, 40, 50 ans, etc. Ça, déjà, ça commence très très mal, voilà, je vous le dis. Et ça, c'est ce qu'on essaye de te faire croire déjà dès le début du documentaire. Donc déjà, ça, c'est factuellement faux. Et puis surtout, comment peut-on se baser sur un film comme Manhattan pour en déduire que, en fait, il fallait le voir, ouais, Woody Allen, en fait, c'était un dangereux prédateur. Non mais, c'est absolument n'importe quoi, c'est racoleur, c'est fait pour les gens qui ne connaissent pas son œuvre, et je peux comprendre, effectivement, quand tu ne connais pas l'œuvre du cinéaste, bah, tu te prends ça dans la tronche dans le documentaire, bah, tu peux te dire, ah ouais, putain, c'est vrai, hein, c'était peut-être un prédateur, hein, oui, c'est vrai, parce que Woody Allen, etc. La manipulation par l'image, la voix off, tout ça fait que tu peux, oui, orienter totalement un spectateur. Alors ensuite, il y a la soi-disant preuve accablante. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu lis un petit peu les résumés de ce documentaire, ce qu'en a pensé la presse, le mot accablant revient tout le temps. Le documentaire qui accable Woody Allen, accablant par-ci, accablant par-là. Et là, à un moment donné, arrive une fameuse séquence où tu as en fait un extrait vidéo datant de 91-92 où Mia Farrow filme Dylan, donc l'enfant adopté qui aurait subi ces violences sexuelles par Woody Allen. Et là, on la voit en train d'expliquer qu'elle a été victime et qu'elle décrit, en fait, dans ce document vidéo, qu'elle décrit ce que lui aurait fait le cinéaste. Et donc là, c'est vrai que quand on voit ces images-là, on tombe des nues, on se dit, encore une fois de plus, oh là là, ça y est, oui, là, c'est irréfutable, là, clairement, ça y est, Woody Allen est forcément coupable parce qu'on voit ces images-là. Sauf qu'évidemment, on a un contrepoids, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement croire ce qui est raconté dans le documentaire, mais aussi, on peut lire les différents témoignages, et notamment ce qui est raconté dans cette biographie. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est Woody Allen qui raconte ses versions des faits, forcément, c'est peut-être un peu biaisé. Alors oui, peut-être. En même temps, il y a également le témoignage de Moses Farrow, autre fille adoptée. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait, où lui, il démontre absolument toutes les accusations de sa sœur, il les démonte, mais vraiment. Et donc c'est sur les pages de son blog que je vous invite vraiment à lire. C'est très intéressant parce que lui, il raconte exactement l'inverse. Et en rentrant dans les détails de ce qu'il a vécu avec sa mère, donc Mia Farrow, les sévices, parce que Mia Farrow tapait les enfants. Et ça, c'est pas Woody Allen qui le dit, c'est Moses Farrow. Donc, il raconte absolument tout ça. Et donc, il y a un long passage dans ce livre. Donc, c'est à la page 357. Je ne vais pas vous lire tout le passage parce que c'est un peu long. Il faudra le lire pour ceux qui ont la bio. Vous pouvez vous rendre à ce passage. Mais en gros, lui te parle carrément presque de coaching. C'est-à-dire que, bon, Mia Farrow, c'est une actrice. C'est d'ailleurs une très bonne actrice. Et Mia Farrow, elle avait l'habitude presque de coacher ses enfants quand elle voulait ramener quelque chose selon sa vérité. Et donc, elle a manipulé, d'ailleurs, ses enfants depuis le plus jeune âge. C'est le cas de Dylan Farrow qui avait entre 5 et 6 ans, en tout cas c'est ce qui est dit par Moses Farrow, et également de Ronan, celui qui va vouloir interdire le fameux livre de Woody Allen en 2014. Et donc en gros, c'est facile effectivement de manipuler des enfants de 4 ans, de 5 ou 6 ans, c'est quand même moins difficile de pouvoir les manipuler quand ils sont un peu plus vieux, notamment adolescents. Et c'est le cas de Moses Farrow. Et c'est pour ça que Moses Farrow, lui, va complètement aller dans le sens de Woody Allen et donc contredire toutes les accusations du clan Farrow. Et comme c'est bizarre, Moses Farrow, on ne l'entend jamais dans le documentaire.
Voilà, alors qu'il aurait pu témoigner, il aurait pu apporter sa vérité. Mais non, c'était trop dérangeant, puisqu'il vient absolument démonter tout ce qui est raconté dans ce documentaire. Donc forcément, on ne l'a pas convié. Voilà, on en parle bien sûr, mais on ne l'a pas convié. On ne parlera pas non plus de Woody Allen et de Soon-Yi. Bon, Woody Allen évidemment a refusé de participer au documentaire. Il avait été plus ou moins contacté, mais je crois qu'il a refusé. Après, moi je ne sais pas pourquoi il a refusé. Il y a peut-être des histoires d'avocats, il n'y a peut-être pas que le fait de se retrouver à vouloir témoigner et tout ça. Il y a peut-être aussi des histoires d'avocats là-dedans, etc., qui lui ont dit, bah non, ne participe pas à ce documentaire. Bon, ça, j'en sais pas plus. Mais il est vrai que quand tu lis le livre, bah, c'est édifiant parce que ça vient contredire en tout point ce qui est montré dans ce documentaire. Et donc, ce que sous-entend en fait Woody Allen, c'est que cette vidéo, et c'est marqué dans le bouquin, c'est que cette vidéo a été répétée et répétée et répétée. Et donc, notamment que Mia Farrow a fait en fait répéter à sa gosse pendant plusieurs jours ces histoires d'accusation. Et donc cet argumentaire vient anéantir clairement les images qu'on voit dans le documentaire. Et c'est ce qui a été d'ailleurs relevé lors des enquêtes, parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes, et Woody Allen, je le rappelle, est sorti totalement innocent de toutes les accusations qui étaient contre lui. Et donc, c'est ce qui va être raconté dans ce livre. Je vous encourage vraiment à le lire. Ça permet vraiment d'avoir deux versions des faits et de remonter un peu à ce qu'était Mia Farrow. C'est clairement une femme un peu dingo. Et donc, je reviens toujours à cette fameuse version des faits. Il ne peut pas y avoir une version des faits. Il y en a forcément plusieurs. Alors, des fois, il n'y en a qu'une. Mais comme par hasard, on voit bien que tout n'est pas aussi simple. Et le problème de ce documentaire, c'est qu'il profite en fait de l'effet Twitter, de l'effet réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des accusations de fait, accusation égale coupable. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est de toute façon, quoi qu'il en coûte, on croit les victimes. C'est-à-dire, on n'attend pas une enquête, on n'attend pas un jugement. Non, on se met à la place des juges et on déclare une personne accusée coupable, automatiquement. Finalement, tu as envie de te dire que les avocats vont peut-être bientôt se retrouver au chômage, ils vont servir à rien, puisque maintenant on a les procureurs, les avocats sur Twitter directement. Donc à la limite, voilà. Et donc, c'est exactement ça dont profite le documentaire et les réalisateurs. Ils savent qu'effectivement, il y a la libération de la parole, et qui est très importante, bien sûr, et on va pas la nier, hein, c'est sûr. Ça a permis de faire tomber des gens qui étaient réellement coupables, pour le coup. Donc, bien sûr qu'elle est importante, mais après, si la libération de la parole est importante, on ne peut pas non plus, à partir du moment où il y a une accusation, tout de suite dire il ou elle est coupable. C'est juste pas possible ça. Non, non. Il faut qu'il y ait un travail d'enquête. Et dans le cas de l'affaire Woody Allen, il y a eu plusieurs enquêtes. Il y a eu beaucoup d'enquêtes. Et il s'avère que, Woody Allen n'a pas été coupable. Alors attention à l'argument de merde qui consisterait à me dire que de toute façon, les réalisateurs Hollywood se surprotègent entre eux, ils sont surpuissants, etc., etc. Parce que ça, c'est clairement de la merde, je vous le dis. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, d'Harvey Weinstein, homme surpuissant à Hollywood, je le rappelle, il est tombé, il est en prison, d'accord? Tant mieux pour lui d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de question d'homme surpuissant ou je ne sais quoi, ou d'achat, ou de trucs, ou d'arrangement, de trucs, quand il y a des faits aussi graves, quand il y a une accusation aussi grave, avec des preuves accablantes pour le coup, mais de véritables preuves qui ne peuvent pas être contredites, ce qui n'est absolument pas le cas de l'affaire Woody Allen, puisque je viens de vous montrer que ces preuves-là peuvent être contredites, eh bien ces hommes ou ces femmes tombent forcément. Alors je dis pas, peut-être qu'il y en a qui échappent à la justice, mais en attendant, quand il y a trop de preuves, quand il y a trop de témoignages, quand il y a trop de choses, bah forcément ça finit en prison. Et on l'a vu avec Harvey Weinstein, pourtant homme surpuissant qui pouvait se payer les meilleurs avocats de la Terre. Bon bah ça l'a pas empêché d'aller en tôle quoi. Donc voilà, donc j'aimerais qu'on arrête un peu avec cet argument-là quoi. Et pour en revenir à ce documentaire, je vais juste en revenir aux auteurs, aux réalisateurs de ce documentaire, c'est quand même trop fort, parce qu'ils ont des déclarations lors d'interviews quand même assez intéressantes. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe, et c'est dit dans une des interviews, en étudiant l'affaire, les idées fausses qui l'entourent et la manipulation des faits par Woody Allen, nous avons pensé que notre film pourrait aider le public à mieux comprendre où se trouve la vérité. Alors là, c'est quand même trop fort. C'est-à-dire qu'en gros, le mec t'explique que dans son film, dans son documentaire, eh bien, ils détiennent la vérité. Voilà. Eux, ils détiennent la vérité. Woody Allen est accusé, Woody Allen est coupable, c'est une certitude. On ne peut pas le remettre en question, même si, c'est vrai, il tente quand même
de mettre des extraits audio de la biographie de Woody Allen, mais le problème, c'est qu'ils tronquent des passages. Voilà, je peux vous le dire puisque je l'ai lu. Donc, ils en mettent, donc on va dire, ah ben non, c'est bon, ils font preuve de bonne foi, puisque regarde, ils font intervenir Woody Allen. Ouais, mais sauf qu'ils prennent les passages qui les arrangent, et puis ils les coupent à un moment donné, quand ça devient un peu trop gênant. C'est-à-dire que quand ça vient contredire, en fait, leur petite vérité à eux, eh ben là, forcément, ils coupent. Voilà, ils ne mettent pas le passage en entier. Donc, c'est clairement de la malhonnêteté. Mais selon eux, eh bien, dans ce documentaire, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que c'est là où c'est très dangereux. C'est-à-dire que quand tu vois le documentaire, tu lis leur interview, bah, tu n'as plus de doute. C'est-à-dire que tu te dis, ah bah oui, c'est clair, c'est la vérité. Donc, accusé, coupable. Allez hop, emballer, c'est pesé, ça y est, c'est fini. Tu vois ? C'est comme si moi, là, je te disais, dans cette vidéo, même si oui, bon là, pour le coup, je prends parti évidemment pour Woody Allen, parce que c'est ma conviction, parce que j'ai fait mes recherches, parce que bah, j'ai beaucoup fait de recherches sur Woody Allen, moi, je prends parti de croire qu'il est innocent, et je te dis, dans cette vidéo, c'est la vérité, il est innocent. Tu vois, c'est comme si je te disais ça. Bah, j'ai pas cette prétention-là. Voilà. Moi, je fais une vidéo critiquant un documentaire. Je suis déjà revenu sur cette affaire-là, mais en aucun cas, je n'aurai la prétention de te dire que ma vidéo, c'est la vérité. Le seul truc que je peux te dire, c'est fais tes recherches, fais-toi ton opinion, pense qu'il est coupable ou pense qu'il est innocent, c'est comme tu veux, mais en aucun cas, je te dirai que moi, Dirty Tommy, j'ai la vérité. Non, je n'ai pas la vérité non plus. Non, moi, je t'expose juste les faits, je te dis juste ma conviction, mais ça s'arrête là. Et puis alors, deuxième passage d'interview avec un des réalisateurs qui va dire « Ce qui est très dangereux dans notre société, c'est la croyance selon laquelle il existe systématiquement plusieurs versions d'une même histoire. » Alors voilà, donc selon le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais plus, dans son monde, dans son système, dans sa matrice, en fait, quand il y a des accusations graves, eh bien, c'est facile, il n'y a qu'une version des faits. Il ne peut pas y avoir de contre-argumentation. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Non, il n'y en a qu'une. Non, il n'y a qu'une version des faits parce que ça m'arrange bien en fait, tu vois, voilà, ça m'arrange moi en tant que réalisateur du documentaire qui veut vendre mon documentaire à HBO et qui veut faire croire aux spectateurs que Woody Allen est forcément coupable, eh ben, il ne peut que y avoir une version des faits et c'est même dangereux d'avoir plusieurs versions des faits. Là, je sais pas si tu vois quand même l'effet nocif de ce qu'elle vient de dire. C'est juste hyper grave. Ça, c'est encore une fois, c'est l'effet Twitter, c'est l'effet réseaux sociaux. C'est-à-dire, on s'embarrasse pas d'argumentation, de contre-argumentation, de vérité, de contre-vérité. Non, on s'embarrasse pas de tout ça dans leur système, dans leur logiciel. Non, dans leur logiciel, c'est il n'y a qu'une vérité, c'est celle-là. Il n'y a qu'un fait, c'est celui-là. Et il ne peut pas y avoir plusieurs faits. C'est vachement grave parce que ça veut dire qu'à partir du moment où s'il n'y a qu'un fait dans une histoire, bah, ça veut dire que quelqu'un qui lance une accusation contre quelqu'un d'autre, eh ben, ça veut dire que comme il n'y a qu'une version des faits, bah, c'est forcément l'accusateur qui a raison. Hein. Tu sais, le fameux « on te croit, on vous croit », bah, en fait, ça rejoint exactement ça. C'est-à-dire que « on te croit », ça veut dire que on ne prend pas la peine d'enquêter, on ne prend pas la peine de rechercher bah, peut-être là où situerait la vérité. Eh bien non, on dit d'office, c'est clair, il n'y a qu'une version des faits, c'est celle-là. Donc c'est clairement dangereux. Donc c'est juste pour vous dire, et je terminerai la vidéo là-dessus, que vous pouvez évidemment regarder ce documentaire et vous faire votre opinion et penser exactement ce que vous voulez. Moi, je vous engage à regarder ce documentaire et ne pas oublier de lire également bah, le contrepoint de cette histoire. Alors évidemment, dans cette biographie, il ne raconte pas que l'affaire Mia Farrow, hein, il va évidemment beaucoup raconter sa vie, et c'est très intéressant d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent au cinéaste, mais je vous engage à le lire pour tout le passage, c'est très long. Il décrit vraiment bah, avec beaucoup de détails hein, la relation qu'il a eue avec Mia Farrow. Je peux vous dire que vous allez tomber des nues. Ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut le croire, mais je vous dis, juste pour avoir une vision d'ensemble de l'affaire, c'est intéressant de voir le documentaire, et c'est intéressant de lire également le livre. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Après, vous vous ferez évidemment votre avis, et vous verrez que les choses sont bien plus complexes que ce que veut raconter le documentaire. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, c'est que HBO, qui apparemment, HBO Max, apparemment diffuse plusieurs films de Woody Allen, a décidé de ne pas retirer les films de Woody Allen de la plateforme, hein, parce qu'elle est dans un souci en fait de se dire que chacun doit se faire son opinion. Alors, c'est une chose très bien, hein, moi je ne veux pas condamner HBO pour ça, c'est très clair, bien au contraire, mais on voit bien là que peut-être HBO est un petit peu embarrassé, parce que même si oui, ils ont produit le documentaire, ils l'assument, ils le diffusent, etc., mais en même temps, ils ne veulent pas enlever les films. Donc ça veut dire que, est-ce qu'ils croient eux-mêmes aux documentaires qu'ils ont produits? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a une véritable vérité là-dedans?
J'ai l'impression qu'ils en doutent un peu, parce que sinon, s'il était clair que c'était avéré, que c'était vrai et que Woody Allen était réellement coupable, eh bien, je pense qu'ils retiraient peut-être justement les films de la plateforme. Après tout, ils ont retiré des films pour moins que ça, alors pas forcément HBO, mais les autres plateformes, quoi. Donc, à la limite, on peut se poser cette question-là, mais en tout cas, voilà, là où ça en est. Et aussi, il faut savoir que Woody Allen porte plainte évidemment contre HBO, et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Allen versus Farrow. Je suis pas là pour vous faire du lavage de cerveau ou quoi que ce soit, ou de vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, je vous ai donné ma critique de ce documentaire. Oui, c'est sûr, je le cartonne. Je vous dis aussi ma conviction personnelle, mais elle reste personnelle. Je suis pas là pour influencer personne. Et à vous, si vous voyez le documentaire, de vous faire votre propre avis. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!